Elles sont des pollinisatrices essentielles pour nos plantes. Vivent dans de petites maisons colorées et fournissent de la cire et du miel. C'est ainsi que nous connaissons les abeilles mellifères, comme des insectes travailleurs et sociaux, dont l'existence est étroitement liée à la nôtre. Mais comment vivent les abeilles dans la nature? Et pourquoi ont-elles disparu de nos forêts dans les années 70? Elle était autrefois chez elle dans la forêt, l'abeille noire, la forme primitive de notre abeille à miel. On la rencontrait dans des endroits très particuliers, là où tambourinent les pics au début du printemps. Plus on les entendait, mieux c'était pour les abeilles sauvages. Leur résidence naturelle se trouvait généralement dans un hêtre, le plus souvent à une hauteur vertigineuse et inaccessible. Mais les abeilles sauvages ont disparu de nos forêts. Et pourtant, dans une ancienne cavité de pivert, une multitude d'alvéoles. Les abeilles sauvages les ont construites avec de la cire. Des milliers d'ouvrières la sécrètent par des glandes situées sous leur abdomen. L'essaim a quitté un apiculteur et a visiblement bien survécu à l'hiver. Le pic cendré adore le miel. Bien qu'il pourrait facilement s'y glisser, il n'ose pas. Les abeilles sont plutôt sauvages et sur la défensive. Une reine, reconnaissable à son long abdomen. Elle est entourée de ses ouvrières. La colonie nous permet de comprendre comment les abeilles ont vécu pendant des millions d'années dans ces forêts au nord des Alpes. Un animal sauvage qui ne vit que dans les trous d'arbres et dont l'existence est étroitement liée à celle des autres animaux de la forêt. Le pic est son principal colocataire. Les charpentiers de la forêt fournissent des espaces de vie pour eux-mêmes, mais aussi pour beaucoup d'autres espèces. Les pics noirs sont ceux qui construisent les plus grandes cavités. Et ils choisissent presque toujours un hêtre. Les tourterelles, aux chants si caractéristiques, adorent nicher dans les propriétés abandonnées des pics noirs. De loin, celle-ci observe sa future résidence. Elle décide de l'inspecter de plus près. Mais les constructeurs du bien entendent également y nicher. En Allemagne, les pics creusent des centaines de milliers de nouvelles cavités dans les arbres chaque année. La plupart d'entre elles sont l'œuvre du pic-et-pêche. Il faut dire qu'il n'est pas difficile dans le choix des essences d'arbres. Grâce à lui, on entend parfois un vieux chêne bourdonner. En général, les cavités des pics-et-pêche sont trop petites pour tout un essaim. Mais comme il n'y a pas d'autre espace disponible pour le moment, les abeilles se serrent les unes contre les autres. Cette mésange charbonnière cherche un endroit où faire son nid et inspecte la cavité. Mais elle est déjà occupée. Et dans ce refuge-là, les chauves-souris accrochées au plafond font bien comprendre qu'elles ne veulent pas de colocation avec des oiseaux. Cette citelle a récupéré une cavité vide de pivert.
Habilement, elle diminue le diamètre de l'entrée avec de l'argile jusqu'à ce qu'elle seule puisse y entrer. Ceux qui convoitent également le lieu n'ont qu'à rester dehors. Le bâtisseur n'est pas vraiment ravi. La dispute effraie les voisins. Les oiseaux ont besoin d'un lieu où nicher, mais aussi de trouver de la nourriture. Au mois de mars, la forêt n'est pas très généreuse. Les abeilles du grand être élancé envoient leurs éclaireuses trouver de la nourriture. Les buissons de noisetiers n'offrent pas de nectar. Ils utilisent le vent comme pollinisateur. Les abeilles y viennent tout de même pour recueillir le pollen riche en protéines. De minuscules voleurs se déplacent furtivement dans la forêt en ce début de printemps. Les ouvrières peignent le pollen des chatons et le stockent dans leur corbeille à pollen, située sur leurs pattes arrière. De retour dans la cavité, les butineuses se débarrassent du pollen. Les ouvrières affectées au service intérieur s'occupent du stockage de la précieuse cargaison. Le pollen est la principale source de nourriture des larves d'abeilles. Les abeilles d'hiver ont déjà plusieurs mois et vont bientôt mourir. Grâce au pollen riche en énergie, une nouvelle génération d'abeilles d'été voit le jour. Seule la reine, invisible au milieu de la multitude, survit toute l'année. Il y a un œuf dans chacune des alvéoles. De minuscules larves d'abeilles ressemblant à des asticots en sortent et se développent rapidement. Les larves sont nourries pendant une semaine à peine, puis les ouvrières scellent l'alvéole. Après 3 semaines, une nouvelle génération mord la vie à pleines dents. Les abeilles fraîchement sorties ont un pelage gris argenté qu'elles nettoient et sèchent méticuleusement avant de commencer leur travail dans la ruche. La vieille abeille butineuse effectue une danse pour signaler où se trouve la nourriture, dans quelle direction et pendant combien de temps ses frères et sœurs doivent voler. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Mais les véritables abeilles sauvages, les abeilles noires, ont disparu. Il y a de ça des milliers d'années, l'homme a sorti l'abeille de la forêt et en a fait un animal domestique. Depuis longtemps déjà, le commerce des abeilles se fait par-delà les frontières. Comme pour les races de chiens ou de bétail, la reproduction, les croisements et même l'insémination artificielle créent de nouvelles espèces d'abeilles plus industrieuses et plus pacifiques que les sauvages de la forêt. Dans les années 1970, le destin de l'abeille en tant qu'animal sauvage est scellé. Alors que les gens célébraient les Jeux Olympiques à Munich, les dernières ouvrières appartenant à l'espèce des abeilles noires récoltaient leur nectar. Depuis, on ne voit quasiment plus que les abeilles domestiques, plus claires. Les abeilles sauvages ont été supprimées afin qu'elles ne se mélangent pas aux abeilles domestiques à haut rendement. En 1975, le dernier essaim d'abeilles sauvages disparaissait de la forêt de Thuringe. Depuis, l'abeille noire est considérée comme éteinte en Allemagne. Mais de temps à autre, des abeilles apprivoisées s'échappent et reprennent pour un temps
le rôle de leurs ancêtres sauvages. Dans la forêt, où le printemps s'éveille et fait apparaître les premières taches de couleur. Les fleurs précoces, comme les anémones des bois jaunes et blanches, jaillissent du sol. Grâce à la chlorophylle de ses feuilles qui absorbe l'énergie du soleil, l'anémone produit du glucose tout en donnant naissance à des fleurs. Pour 1 kilo de miel, les abeilles vont s'envoler 100 000 fois vers les étendues fleuries et polliniser toutes les anémones des bois qu'elles visitent. Les anémones sont à la fois mâles et femelles. Les fleurs possèdent une anthère et des ovaires. Si les anémones offrent peu de nectar, ce n'est pas le cas d'autres fleurs des bois, comme la corydale creuse, qui produit de grandes quantités de jus sucré. Mais il y a un problème. Le nectar qui se trouve tout au fond des longs éperons arqués est difficile à atteindre pour la courte trompe des abeilles à miel. Avec du pollen plein leur corbeille et le jabot rempli de nectar, les butineuses retournent à leur ruche naturelle. Une colonie peut collecter jusqu'à 1 kilo de provisions par jour. Les abeilles butineuses régurgitent une partie du nectar et le transmettent aux fabricantes de miel. Celle-ci y ajoute une enzyme et le stocke dans les alvéoles prévus pour le miel. Cette conservation du nectar des fleurs qui est périssable est une invention ingénieuse de la nature. Une colonie en bonne santé stocke jusqu'à 100 kg de miel en un été. Cela représente le nectar d'environ 100 millions de fleurs. Une fois les alvéoles remplies, les ouvrières déposent un opercule en cire pour les sceller. Les abeilles ne sont pas les seules à aimer les sucreries. Au début du printemps, lorsque les larves d'insectes se font rares, certains pics se tournent vers une source de nourriture plutôt inhabituelle. Un pic-et-pêche creuse de petits trous autour d'un tronc de tilleul. Juste avant que l'arbre ne fabrique ses feuilles, une grande quantité de sève sucrée remonte sous l'écorce. C'est ce que l'oiseau vient chercher. La sève de tilleul s'épaissit comme du sirop une fois à l'air libre. Le pic-et-pêche peut alors tranquillement sauter le long de son anneau et lécher le précieux liquide énergétique. La mésange bleue apprécie également ce jus sucré et ne se prive pas. Le pique-mare, une espèce de pique plus petite, profite du labeur de son collègue pique-et-pêche. Les oiseaux ont besoin de cette source énergétique car la saison des amours va bientôt débuter. Chez les mésanges bleues, comme chez les pique-et-pêche. L'année ne fait que commencer. Les nuits sont encore très froides. Tout en haut, dans le hêtre, les abeilles se reposent auprès de leurs reines. Dehors, elles périraient. Mais ici, il fait bien chaud. Alors que les anciennes se contentent généralement de musarder quelque part, les plus jeunes mettent leur tête et leur avant-corps dans une alvéole vide et ralentissent leur fonction corporelle. De cette façon, elles peuvent dormir plusieurs heures d'affilée. Au matin,
les jeunes abeilles velues sont bien reposées et prêtes pour le travail. Un parfum de fleurs flotte dans la forêt. Mais pour l'instant, seuls les bourdons et quelques abeilles sauvages s'affairent. Les abeilles à miel ne sont pas encore là. Les bourdons peuvent élever leur température corporelle jusqu'à 38 degrés, ce qui leur permet d'être actifs même pendant les heures fraîches du petit matin. L'image thermique le montre. Plus la teinte est claire, plus la température est élevée. Les animaux sont si chauds qu'ils réchauffent même les fleurs pendant un court instant, comme cette pulmonaire. D'autres amateurs de fleurs, cette mouche poilue par exemple, attendent qu'il fasse plus chaud. Ce n'est que lorsque la température de l'air dépasse 10 degrés qu'ils sont prêts à s'activer. Tout comme les abeilles mellifères, les lèvres tard parmi les pollinisateurs. Un apiculteur a installé son rucher à l'orée de la forêt. 2 douzaines d'essaims vivent ici, soit 1 million d'animaux qui visitent chaque jour 1 milliard de fleurs. Une véritable armée d'abeilles domestiques collectant pollen et nectar dans un rayon d'à peine quelques kilomètres. Chaque reine est marquée par l'apiculteur et porte une minuscule plaque de couleur sur le dos afin d'être plus facilement repérable. La reine enfonce sans cesse son abdomen dans une alvéole vide et y dépose un œuf, plus de 1000 fois par jour. À l'âge d'environ 3 semaines, les jeunes abeilles deviennent des gardiennes, veillant à ce qu'aucune abeille étrangère n'ait accès à la colonie. Incroyable qu'il y ait si peu de collisions. Il se passe quelque chose chez les piques noires, nichés à 15 mètres du sol. La descendance est assurée. Les parents rapportent à leurs petits des insectes stockés dans leur jabot. Alors qu'un étourneau curieux l'observe, la mère rejoint ses petits tout au fond du nid pour les nourrir. Puis, elle débarrasse leurs excréments. Le temps des floraisons précoces touche à sa fin. Il y a de moins en moins de nectar dans la forêt. Mais une autre source de nourriture fait doucement son apparition. Des centaines de milliers de pucerons occupent les arbres. Ils sucent la sève du sapin pour en récolter les protéines. Ce faisant, ils absorbent beaucoup plus de sucre qu'ils ne peuvent en digérer. Un surplus qu'ils excrètent par l'arrière. Une goutte par puceron toutes les quelques heures. L'arbre est rapidement couvert d'eau sucrée. Le papillon Robert le Diable ne peut y résister. Tout comme le lepture tacheté, qui en général préfère pourtant les fleurs. Le bourdon des champs lèche également les excrétions des pucerons sur les aiguilles du sapin. Tout comme les abeilles à miel. Tant que les pucerons sont nombreux, les rayons de la ruche sont remplis exclusivement d'excréments de pucerons collectés puis régurgités. C'est ainsi qu'est produit le miel de forêt. Les abeilles butineuses rentrent chez elles bien chargées. Elles régurgitent dans les alvéoles le miel de pucerons qu'elles ont stocké dans leur jabot, une poche située près de l'ésophage. L'orage a rafraîchi l'atmosphère. Les abeilles se pressent les unes contre les autres. À l'intérieur de la colonie, où se trouvent la reine et le couvain, il fait toujours 36 degrés.
Individuellement, les abeilles ne sont pas capables d'atteindre cette température, mais collectivement, elles forment une fournaise qui réchauffe la progéniture. La chute des températures ne pose aucun problème aux pics noirs. Ils nourrissent leurs petits par tous les temps. Il fait chaud et sec dans leur donjon boisé. L'entrée de la cavité est construite de manière à ce que l'eau ne s'y écoule pas, même si elle ruisselle abondamment le long du tronc. La forêt stocke d'énormes quantités d'eau et crée son propre climat grâce auquel les plantes, les champignons et les animaux peuvent s'épanouir. Les oiseaux, petits et grands, ont fort à faire pendant cette période. Dans la partie de la forêt où poussent les chênes, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. La colonie d'abeilles qui habite la trop petite cavité des pics se prépare. 50 000 ouvrières vivent ici désormais, et elles n'ont plus de place. La colonie est devenue trop importante. Au cœur de la ruche, des drones aux yeux volumineux ont éclos. Ils aident à garder le couvain au chaud. Plus tard, leur tâche principale consistera à effectuer un vol nuptial et à s'accoupler avec une reine étrangère. Les jeunes reines éclosent dans les cellules royales. Les ouvrières les libèrent de leur donjon cireux. Bientôt, la vieille reine ne sera plus. Cette jeune reine est sortie. Elle est encore toute molle et va être nourrie jusqu'à ce que sa carapace chitineuse ait durci. À présent, la vieille reine rassemble autour d'elle 10 000 dames d'honneur. La moitié des habitants du chêne essaiment et part à la recherche d'un nouvel habitat plus grand. Les abeilles temporairement sans abri se rassemblent à la lisière de la forêt et forment un essaim. Les abeilles éclaireuses partent explorer la région à la recherche d'une nouvelle cavité. Leur instinct les entraîne au plus profond de la forêt. Plusieurs d'entre elles remarquent que l'endroit est déjà occupé. Elles ne peuvent pas savoir que le vol inaugural des jeunes pics noirs est imminent. Mais elles découvrent alors une autre cavité inhabitée dans le tronc épais d'un vieux hêtre. Là-haut, elles seraient à l'abri des pilleurs. Si plus d'une douzaine d'éclaireuses font un rapport sur la même cavité, l'essaim se met en mouvement. Des milliers d'abeilles se posent sur le vieux hêtre et suivent les traces odorantes de leurs sœurs qui sont postées à l'entrée et montrent le chemin. Un emplacement de choix pour cette résidence luxueuse.
Sans plus attendre, il faut commencer à aménager l'endroit. Construire des alvéoles, pondre des œufs, collecter du nectar. Bref, fonder une nouvelle colonie d'abeilles. Le mobilier de ce palais des sommets est fabriqué en cire. Ces coquilles d'œufs blanches comme la neige prouvent que les appels du pigeon colombin ont porté leurs fruits. Chaque année, les pics noirs creusent quelques 10 000 cavités dans la forêt. Les pigeons et autres futurs locataires peuvent les utiliser pendant des années. Néanmoins, l'espace vital est limité, car dans les forêts exploitées par l'homme, les vieux arbres sont rares. Au mois de juillet, il fait chaud. La plupart des animaux de la forêt se réfugient à l'ombre. Les abeilles font le plein d'eau dans une souille de sanglier. Elles la stockent dans leur jabot. Les abeilles sont capables de transporter jusqu'à la moitié de leur poids de cette manière jusqu'à leur nouvelle cavité. L'essaim est bien installé et des milliers d'ouvrières ont déjà éclos. Les abeilles qui ont collecté l'eau la distribuent. L'eau s'évapore et refroidit l'atmosphère lorsque la ruche menace de se réchauffer à plus de 38 degrés. La reine a besoin de températures idéales pour assurer une descendance suffisante. Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus d'arbres à abeilles dans nos forêts? Craignant que les abeilles sauvages ne se mélangent à ces abeilles domestiques bien élevées et à haut rendement, l'homme a chassé la forme primitive de l'abeille mellifère de la forêt. Les abeilles qui se sont échappées ne parviennent pas à survivre en forêt. Mais cela ne peut pas être dû à un manque de nourriture. Les ouvrières de la colonie, nichées dans le hêtre élancé, ont rempli leur jabot avec du nectar de tilleul. Les butineuses remettent le nectar aux abeilles nourricières. Tout se déroule comme d'habitude. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Un voleur de miel est entré par effraction. Le sphinx tête de mort est l'un des papillons les plus lourds et les plus grands du monde. Mais il sait se camoufler. Grâce à des composés chimiques, il imite l'odeur des abeilles pour ne pas être détecté. Le sphinx tête de mort est un spécialiste du chapardage de miel. Il faut dire que sa trompe n'est pas adaptée pour prélever le nectar des fleurs. Mais cela ne fonctionne pas toujours. La colonie attaque l'intrus. Si le papillon se fait piquer, et à plusieurs reprises de surcroît, il ne survivra pas.
L'excitation dans la ruche est retombée. Le papillon mort se décompose au sol. En temps normal, les abeilles nettoyeuses enlèveraient sa dépouille, mais la colonie est trop faible. Car elles ont un autre ennemi sur le dos, et cette fois au sens propre. Un ennemi dont elles ne peuvent venir à bout. L'acarien parasite varroa a été importé d'Asie. Un suceur de sang protégé d'une cuirasse qui peut se multiplier en masse. Malgré l'intelligence collective de la colonie, les abeilles ne parviennent pas à voir le danger et ne se débarrassent pas mutuellement des parasites. Les cavités naturelles des abeilles abritent également des alliés, comme de minuscules pseudoscorpions qui raffolent des acariens. Pas sûr cependant qu'ils soient capables de venir à bout des varroas, plus grands et fortement blindés. Les acariens transmettent des maladies. Ils ont tellement affaibli la colonie qu'elle ne peut plus se réchauffer correctement. Les rayons à miel vides parlent d'eux-mêmes. Pour survivre à l'hiver dans le creux de l'arbre, il faudrait que les abeilles aient stocké au moins 30 kilos de miel. Des guêpes envahissent la grotte et dévalisent les derniers stocks. Si la colonie n'a pas assez de miel, elle mourra, au plus tard au cours du prochain hiver. Les valeureuses abeilles n'abandonnent pas la lutte. Les ouvrières tentent de tuer les intrus ou au moins de les chasser. Mais la colonie continue de s'affaiblir. Dépouillée, elle va vers sa fin. Le miracle de la ruche a quitté le creux de l'arbre. Mais celui-ci reste pourtant un cosmos plein de vie. Peu de temps après, de nouvelles espèces font leur apparition dans le logement vide. Certaines brièvement. D'autres s'installent. Un insecte discret fait sa grande entrée. Un petit papillon. Une ruche abandonnée pleine d'alvéoles. Rien de mieux ne pouvait arriver à ce couple de Faustaigne de la cire. Et il n'est pas seul. Tout comme de nombreuses autres chenilles de papillons, les larves de la Faustaigne ne se nourrissent pas de feuilles, mais de cire. C'est pourquoi elles raffolent des nids d'abeilles abandonnés. Très vite, les alvéoles grouillent de larves. Elles recyclent la cire devenue inutile et réintègrent ses composants dans le cycle alimentaire. Une toile parfumée au miel remplace les alvéoles. Les chenilles s'y transforment en chrysalides avant de devenir des papillons. La cavité du grand être élancé est devenue silencieuse. Mais ce n'est pas le cas du nid des pics noirs. Les parents vont nourrir une dernière fois leurs petits à l'entrée du nid. Les choses sérieuses commencent. Les adultes les attirent à eux.
Bien que le jeune oiseau n'ait jamais testé ses ailes, lui et ses frères et sœurs sont immédiatement capables de voler. Pendant ce temps, dans le hêtre épais et âgé, la colonie récemment installée est florissante. « 50 kilos de provisions sucrées sont stockées dans la cavité de l'arbre, amenées par d'innombrables abeilles butineuses. Cette colonie se comporte de manière étonnante. Les abeilles se nettoient intensivement les unes les autres. Les abeilles qui ont l'instinct de nettoyage le plus fort, celles qui ont appris à se débarrasser des acariens, auront une chance de survivre dans la forêt tout en redevenant sauvages. Les apiculteurs pourraient profiter de ces abeilles qui survivent sans aucun produit chimique. Tout comme d'autres espèces menacées, comme le pou de l'abeille, qui n'est ni un pou ni un parasite, mais une mouche très particulière ne possédant pas d'ailes. Il vit sur le dos des abeilles, vole parfois du miel et se reproduit à l'intérieur de la ruche sans nuire à la colonie. Le pou de l'abeille est peut-être notre espèce de mouche la plus rare. Depuis que les apiculteurs traitent leurs ruches contre le varroa, il n'y a plus de pou de l'abeille. Il n'y a pas non plus de sélection naturelle dans la ruche, de sorte que les abeilles domestiques ne développent pas un instinct de nettoyage prononcé. C'est un cercle vicieux. Les mûres sont en fleurs derrière le rucher, une source de nectar et de pollen aussi abondante que populaire. Comme d'habitude, les grands chassent les petits. Enfin, la plupart du temps. Parfois, les abeilles à miel sont aussi en compétition les unes avec les autres. Mais dans un paysage sain et diversifié, il y a suffisamment de fleurs pour les abeilles sauvages et les domestiques. Exterminer l'abeille noire de nos forêts a été une erreur. C'en serait une autre de dénigrer aujourd'hui l'abeille domestique. Toutes les abeilles pollinisent les fleurs et veillent ainsi à ce que les plantes développent leurs fruits, dont profitent les hommes et les animaux. Les abeilles dans le hêtre épais et âgé sont une fois de plus confrontées à de grands changements. À partir de maintenant, la colonie est entièrement dépendante de ses réserves pour survivre. Les abeilles butineuses n'ont plus de raison d'être. Une nouvelle génération d'abeilles d'hiver a éclos. C'est elle qui assurera la survie du collectif jusqu'au printemps. Sans plus attendre, les jeunes ouvrières se débarrassent des abeilles d'été. Elles les pincent, les mordent, les jettent dehors, mortes ou vivantes. Mais rien ne se gâche dans la nature. Les charognards, comme le carabe coriacé, ne dédaignent pas ses dépouilles. Certaines abeilles mortes ont encore du nectar dans leur jabot. Plusieurs dizaines de milliers d'abeilles éclosent et meurent chaque année dans une colonie. Elles constituent ainsi une source de nourriture importante pour d'autres animaux. Les arbres finissent par tomber, parfois après des siècles d'existence. Même les arbres dans lesquels les pics ont creusé des trous, dans lesquels tant d'espèces ont vécu et niché. Une fois au sol, leur rôle dans la nature est pourtant loin d'être terminé.
de nombreuses créatures ont trouvé refuge dans l'arbre en décomposition. Le mille-pattes se cache dans un petit trou. Tous les animaux ont besoin d'un abri sûr. Les coléoptères et leurs larves sont une nourriture convoitée. C'est pourquoi le pic noir aime revenir ici. Dans la forêt des pics, les températures sont négatives pour la première fois cet hiver. Les abeilles dans le vieux hêtre ont formé une grappe d'hiver et maintiennent une température intérieure constante de 20 degrés, de jour comme de nuit. De cette façon, elles assurent leur survie, gardent la reine au chaud et le miel liquide. En grelottant et en agitant leurs muscles, les abeilles d'hiver génèrent la chaleur nécessaire. Elles ne peuvent pratiquement plus voler ni piquer et se trouvent presque sans défense dans leur château en bois. Pour lui, c'est une aubaine. Le pic cendré sait instinctivement où sont cachés les kilos de friandises, même s'il n'a peut-être jamais trouvé d'abeilles dans un trou d'arbre, parce qu'il n'y en a presque plus. Tout le monde sait combien l'abeille compte pour les humains. Cependant, nous commençons tout juste à comprendre son importance dans le cycle de la nature. Là où le pic cendré vole le miel, où les abeilles vivent avec les poux et les pseudoscorpions, dans des hêtres anciens, la nature est encore, ou à nouveau, intacte. Alors aidons les abeilles à repeupler nos forêts.